Le vicomte de Bragelonne, partie 45, chapitre 192. Visite domiciliaire. La princesse, précédant Raoul, le conduisit à travers la cour vers le corps de bâtiment qu'habitait la Vallière, et, montant l'escalier qu'avait monté Raoul le matin même, elle s'arrêta à la porte de la chambre où le jeune homme, à son tour, avait été si étrangement reçu par Montalais. Le moment était bien choisi pour accomplir le projet conçu par madame Henriette. Le château était vide. Le roi, les courtisans et les dames étaient partis pour Saint-Germain. Madame Henriette, seule, sachant le retour de Bragelonne et pensant au parti qu'elle avait à tirer de ce retour, avait prétexté une indisposition et était restée. Madame était donc sûre de trouver vide la chambre de la Vallière et l'appartement de Saint-Aignan. Elle tira une double clé de sa poche et ouvrit la porte de sa demoiselle d'honneur. Le regard de Bragelonne plongea dans cette chambre qu'il reconnut, et l'impression que lui fit la vue de cette chambre fut un des premiers supplices qui l'attendaient. La princesse le regarda, et son œil exercé put voir ce qui se passait dans le cœur du jeune homme. « Vous m'avez demandé des preuves, dit-elle. Ne soyez donc pas surpris si je vous en donne. Maintenant, si vous ne vous croyez pas le courage de les supporter, il en est temps encore. Retirons-nous. »« Merci, madame, dit Bragelonne, mais je suis venu pour être convaincu. Vous avez promis de me convaincre, convainquez-moi. »« Entrez donc, dit madame, et refermez la porte derrière vous. » Bragelonne obéit et se retourna vers la princesse qui l'interrogea du regard. « Vous savez où vous êtes ?» demanda madame Henriette. « Mais tout me porte à croire, madame, que je suis dans la chambre de mademoiselle de la Vallière. »« Vous y êtes. »« Mais je ferai observer à votre Altesse que cette chambre est une chambre et n'est pas une preuve. »« Attendez. » La princesse s'achemina vers le pied du lit, replia le paravent et, se baissant vers le parquet, « Tenez, dit-elle, baissez-vous et levez vous-même cette trappe. »« Cette trappe ?» s'écria Raoul avec surprise, car les mots de D'Artagnan commençaient à lui revenir en mémoire, et il se souvenait que D'Artagnan avait vaguement prononcé ce mot. Et Raoul chercha des yeux, mais inutilement, une fente qui indiqua une ouverture ou un anneau qui aida à soulever une portion quelconque du plancher. « Ah, c'est vrai, dit en riant madame Henriette, j'oubliais le ressort caché. La 4e feuille du parquet. Appuyez sur l'endroit où le bois fait un nœud. Voilà l'instruction. Appuyez vous-même, vicomte. Appuyez, c'est ici. » Raoul, pâle comme un mort, appuya le pouce sur l'endroit indiqué et, en effet, à l'instant même, le ressort joua et la trappe se souleva d'elle-même. « C'est très ingénieux, dit la princesse, et l'on voit que l'architecte a prévu que ce serait une petite main qui aurait à utiliser ce ressort. Voyez comme cette trappe s'ouvre toute seule. »« Un escalier ?» s'écria Raoul. « Oui, et très élégant même, dit madame Henriette. Voyez, vicomte, cet escalier a une rampe destinée à garantir des chutes les délicates personnes qui se hasarderaient à le descendre, ce qui fait que je m'y risque. Allons, suivez-moi, vicomte, suivez-moi. »« Mais avant de vous suivre, madame, où conduit cet escalier ? » ?»« Ah, c'est vrai, j'oubliais de vous le dire. »« J'écoute, madame, » dit Raoul, respirant à peine. « Vous savez peut-être que M. de Saint-Aignan demeurait autrefois presque porte à porte avec le roi. »« Oui, madame, je le sais. C'était ainsi avant mon départ et plus d'une fois j'ai eu l'honneur de le visiter à son ancien logement. »« Eh bien, il a obtenu du roi de changer ce commode et bel appartement que vous lui connaissiez contre les 2 petites chambres auxquelles mène cet escalier et qui forment un logement 2 fois plus petit et 10 fois plus éloigné de celui du roi,
dont le voisinage, cependant, n'est point dédaigné, en général, par messieurs de la cour. « Fort bien, madame, reprit Raoul, mais continuez, je vous prie, car je ne comprends point encore. » « Eh bien, il s'est trouvé, par hasard, continua la princesse, que ce logement de monsieur de Saint-Aignan est situé au-dessous de ceux de mes filles, et particulièrement au-dessous de celui de la Vallière. Mais dans quel but cette trappe et cet escalier ? Dame, je l'ignore. Voulez-vous que nous descendions chez monsieur de Saint-Aignan ? Peut-être y trouverons-nous l'explication de l'énigme. Et madame donna l'exemple en descendant elle-même. Raoul la suivit en soupirant. Chaque marche qui craquait sous les pieds de Bragelonne le faisait pénétrer d'un pas dans cet appartement mystérieux qui renfermait encore les soupirs de la Vallière et les plus suaves parfums de son corps. Bragelonne reconnut, en absorbant l'air par ses haletantes aspirations, que la jeune fille avait dû passer par là. Puis, après ces émanations, preuves invisibles mais certaines, vinrent les fleurs qu'elle aimait, les livres qu'elle avait choisis. Raoul eût-il conservé un seul doute, qu'il l'eût perdu à cette secrète harmonie des goûts et des alliances de l'esprit avec l'usage des objets qui accompagnent la vie. La Vallière était pour Bragelonne en vivante présence dans les meubles, dans le choix des étoffes, dans les reflets même du parquet. Muet et écrasé, il n'avait plus rien à apprendre et ne suivait plus son impitoyable conductrice que comme le patient suit le bourreau. Madame, cruelle comme une femme délicate et nerveuse, ne lui faisait grâce d'aucun détail. Mais, il faut le dire, malgré l'espèce d'apathie dans laquelle il était tombé, aucun de ces détails, fût-il resté seul, n'eût échappé à Raoul. Le bonheur de la femme qu'il aime, quand ce bonheur lui vient d'un rival, est une torture pour un jaloux. Mais pour un jaloux tel que était Raoul, pour ce cœur qui, pour la première fois, s'imprégnait de fiel, le bonheur de Louise, c'était une mort ignominieuse, la mort du corps et de l'âme. Il devina tout, les mains qui s'étaient serrées, les visages rapprochés qui s'étaient mariés en face des miroirs, sorte de serment si doux pour les amants qui se voient 2 fois, afin de mieux graver le tableau dans leurs souvenirs. Il devina le baiser invisible sous les épaisses portières retombant, délivrées de leurs embrasses. Il traduisit en fiévreuse douleur l'éloquence des lits de repos enfouis dans leur ombre. Ce luxe, cette recherche pleine d'énivrement, ce soin minutieux d'épargner tout déplaisir à l'objet aimé ou de lui causer une gracieuse surprise. Cette puissance de l'amour multipliée par la puissance royale frappa Raoul d'un coup mortel. Oh, s'il est un adoucissement aux poignantes douleurs de la jalousie, c'est l'infériorité de l'homme qu'on vous préfère. Tandis qu'au contraire, s'il est un enfer dans l'enfer, une torture sans nom dans la langue, c'est la toute-puissance d'un Dieu mis à la disposition d'un rival, avec la jeunesse, la beauté, la grâce. Dans ces moments-là, Dieu lui-même semble avoir pris parti contre l'amant dédaigné. Une dernière douleur était réservée au pauvre Raoul. Madame Henriette souleva un rideau de soie et, derrière le rideau, il aperçut le portrait de la Vallière. Non seulement le portrait de la Vallière, mais de la Vallière jeune, belle, joyeuse, aspirant la vie par tous les pores, parce qu'à 18 ans, la vie, c'est l'amour. « Louise, murmura Bragelonne, « Louise, c'est donc vrai ? Oh, tu ne m'as jamais aimée, car jamais tu ne m'as regardée ainsi. » Et il lui sembla que son cœur venait d'être tordu dans sa poitrine. Madame Henriette le regardait, presque envieuse de cette douleur, quoiqu'elle sût bien n'avoir rien à envier, et qu'elle était aimée de Guiche comme la Vallière était aimée de Bragelonne. Raoul surprit ce regard de madame Henriette. « Oh, pardon, pardon, dit-il. Je devrais être plus maître de moi, je le sais, me trouvant en face de vous, madame.
Mais puisse le Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, ne jamais vous frapper du coup qui m'atteint en ce moment, car vous êtes femme, et sans doute vous ne pourriez pas supporter une pareille douleur. Pardonnez-moi, je ne suis qu'un pauvre gentilhomme, tandis que vous êtes, vous, de la race de ces heureux, de ces tout-puissants, de ces élus. Monsieur de Bragelonne, répliqua Henriette, un cœur comme le vôtre mérite les soins et les égards d'un cœur de reine. Je suis votre amie, monsieur. Aussi n'ai-je point voulu que toute votre vie soit empoisonnée par la perfidie et souillée par le ridicule. C'est moi qui, plus brave que tous les prétendus amis, j'accepte monsieur de Guiche. Vous ai fait revenir de Londres. C'est moi qui vous fournis les preuves douloureuses, mais nécessaires, qui seront votre guérison, si vous êtes un courageux amant et non pas un Amadis pleurard. Ne me remerciez pas, plaignez moi-même, et ne servez pas moins bien le roi. Raoul sourit avec amertume. Ah, c'est vrai, dit-il, j'oubliais ceci. Le roi est mon maître. Il y va de votre liberté, il y va de votre vie. Un regard clair et pénétrant de Raoul apprit à madame Henriette qu'elle se trompait, et que son dernier argument n'était pas de ceux qui touchassent ce jeune homme. « Prenez garde, monsieur de Bragelonne, dit-elle, mais, en ne pesant pas toutes vos actions, vous jetteriez dans la colère un prince disposé à s'emporter hors des limites de la raison. Vous jetteriez dans la douleur vos amis et votre famille. Inclinez-vous, soumettez-vous, guérissez-vous. »« Merci, madame, dit-il. J'apprécie le conseil que votre Altesse me donne, et je tâcherai de le suivre. Mais un dernier mot, je vous prie. Dites, est-ce une indiscrétion que de vous demander le secret de cet escalier, de cette trappe, de ce portrait, secret que vous avez découvert ? Oh, rien de plus simple. J'ai, pour cause de surveillance, le double des clés de mes filles. Il m'a paru étrange que la Vallière se renfermât si souvent. Il m'a paru étrange que M. de Saint-Aignan changeât de logis. Il m'a paru étrange que le roi vînt voir si quotidiennement M. de Saint-Aignan, si avant que celui-ci fût dans son amitié. Enfin, il m'a paru étrange que tant de choses se fussent faites depuis votre absence, que les habitudes de la cour en étaient changées. Je ne veux pas être jouée par le roi, je ne veux pas servir de manteau à ses amours, car, après la Vallière qui pleure, il aura Montalet qui rit, Tonnet-Charente qui chante. Ce n'est pas un rôle digne de moi. J'ai levé les scrupules de mon amitié, j'ai découvert le secret. Je vous blesse, encore une fois, excusez-moi, mais j'avais un devoir à remplir. C'est fini, vous voilà prévenu. L'orage va venir. Garantissez-vous. Vous concluez quelque chose, cependant, madame, répondit Bragelonne avec fermeté, car vous ne supposez pas que j'accepterai sans rien dire la honte que je subis et la trahison qu'on me fait. Vous prendrez à ce sujet le parti qui vous conviendra, monsieur Raoul. Seulement, ne dites point la source d'où vous tenez la vérité. Voilà tout ce que je vous demande. Voilà le seul prix que j'exige du service que je vous ai rendu. Ne craignez rien, madame, dit Bragelonne avec un sourire amer. J'ai, moi, gagné le serrurier que les amants avaient mis dans leurs intérêts. Vous pouvez fort bien avoir fait comme moi, n'est-ce pas ? Oui, madame. Votre Altesse royale ne me donne aucun conseil et ne m'impose aucune réserve que celle de ne pas la compromettre. Pas d'autre. Je vais donc supplier votre Altesse royale de m'accorder 1 minute de séjour ici. Sans moi ? Oh, non, madame. Peu importe. Ce que j'ai à faire, je puis le faire devant vous. Je vous demande 1 minute pour écrire un mot à quelqu'un. C'est hasardeux, monsieur de Bragelonne. Prenez garde. Personne ne peut savoir si votre Altesse royale m'a fait l'honneur de me conduire ici. D'ailleurs, je signe la lettre que j'écris. Faites, monsieur. Raoul avait déjà tiré ses tablettes et tracé rapidement ces mots sur une feuille blanche. Monsieur le comte, ne vous étonnez pas de trouver ici ce papier signé de moi, avant qu'un de mes amis, que j'enverrai tantôt chez vous, ait eu l'honneur de vous expliquer l'objet de ma visite. Vicomte Raoul de Bragelonne.
Il roula cette feuille, la glissa dans la serrure de la porte qui communiquait à la chambre des deux amants, et, bien assuré que ce papier était tellement visible que de Saint-Aignan le devait voir en rentrant, il rejoignit la princesse, arrivée déjà au haut de l'escalier. Sur le palier, ils se séparèrent, Raoul affectant de remercier son Altesse, Henriette plaignant ou faisant semblant de plaindre de tout son cœur le malheureux qu'elle venait de condamner à un aussi horrible supplice. « Oh !» dit-elle en le voyant s'éloigner, pâle et l'œil injecté de sang. « Oh ! Si j'avais su, j'aurais caché la vérité à ce pauvre jeune homme. » Chapitre 193. La méthode de Porthos. La multiplicité des personnages que nous avons introduits dans cette longue histoire fait que chacun est obligé de ne paraître qu'à son tour et selon les exigences du récit. Il en résulte que nos lecteurs n'ont pas eu l'occasion de se retrouver avec notre ami Porthos depuis son retour de Fontainebleau. Les honneurs qu'il avait reçus du roi n'avaient point changé le caractère placide et affectueux du respectable seigneur. Seulement, il redressait la tête plus que de coutume, et quelque chose de majestueux se révélait dans son maintien, depuis qu'il avait reçu la faveur de dîner à la table du roi. La salle à manger de Sa Majesté avait produit un certain effet sur Porthos. Le seigneur de Bracieux et de Pierrefonds aimait à se rappeler que, durant ce dîner mémorable, force serviteurs et bon nombre d'officiers, se trouvant derrière les convives, donnaient bon air au repas et meublaient la pièce. Porthos se promit de conférer à M. Mouston une dignité quelconque, d'établir une hiérarchie dans le reste de ses gens et de se créer une maison militaire, ce qui n'était pas insolite parmi les grands capitaines, attendu que, dans le précédent siècle, on remarquait ce luxe chez messieurs de Tréville, de Schomberg, de la Vieuville, sans parler de messieurs de Richelieu, de Condé et de Bouillon-Turenne. Lui, Porthos, ami du roi et de M. Fouquet, baron, ingénieur, etc., pourquoi ne jouirait-il pas de tous les agréments attachés au grand bien et au grand mérite ? Un peu délaissé d'Aramis, lequel, nous le savons, s'occupait beaucoup de M. Fouquet, un peu négligé à cause du service par d'Artagnan, blasé sur Truchen et sur Planchet, Porthos se prit à rêver sans trop savoir pourquoi. Mais à quiconque lui eût dit « Est-ce qu'il vous manque quelque chose, Porthos ?» il eût assurément répondu « Oui ». Après un de ces dîners pendant lesquels Porthos essayait de se rappeler tous les détails du dîner royal, demi-joyeux grâce au bon vin, demi-triste grâce aux idées ambitieuses, Porthos se laissait aller à un commencement de sieste, quand son valet de chambre vint l'avertir que M. de Bragelonne voulait lui parler. Porthos passa dans la salle voisine, où il trouva son jeune ami dans les dispositions que nous connaissons. Raoul vint serrer la main de Porthos, qui, surpris de sa gravité, lui offrit un siège. « Cher monsieur de Vallon, dit Raoul, j'ai un service à vous demander. »« Cela tombe à merveille, mon jeune ami, répliqua Porthos. On m'a envoyé 8000 livres ce matin de Pierrefonds, et si c'est d'argent que vous avez besoin... » « Non, ce n'est pas d'argent. Merci, mon excellent ami. »« Tant pis, j'ai toujours entendu dire que c'est là le plus rare des services, mais le plus aisé à rendre. Ce mot m'a frappé. J'aime à citer les mots qui me frappent. Vous avez un cœur aussi bon que votre esprit est sain. Vous êtes trop bon. Vous dînerez bien, peut-être. Oh non, je n'ai pas faim. Hein ? Quel affreux pays que l'Angleterre. Pas trop, mais... Voyez-vous, si l'on n'y trouvait pas l'excellent poisson et la belle viande qu'il y a, ce ne serait pas supportable. Oui, je venais... Je vous écoute. Permettez seulement que je me rafraîchisse. On mange salé à Paris. Pouah ! Et Porthos se fit apporter une bouteille de vin de champagne. Puis, ayant rempli avant le sien le verre de Raoul, il but un large coup et, satisfait, il reprit. « Il me fallait cela pour vous entendre sans distraction. Mais voici tout à vous. Que demandez-vous, cher Raoul? Que désirez-vous ?»« Dites-moi votre opinion sur les querelles, mon cher ami. »« Mon opinion ? Voyons,
Développez un peu votre idée, répondit Porthos en se grattant le front. Je veux dire, êtes-vous d'un bon naturel quand il y a des mêlées entre vos amis et des étrangers? Oh, d'un naturel excellent, comme toujours. Fort bien. Mais que faites-vous alors? Quand mes amis ont des querelles, j'ai un principe. Lequel? C'est que le temps perdu est irréparable, et que l'on n'arrange jamais aussi bien une affaire que lorsque l'on a encore l'échauffement de la dispute. Ah, vraiment? Voilà votre principe? Absolument. Aussi, dès que la querelle est engagée, je mets les parties en présence. Oui-da. Vous comprenez que, de cette façon, il est impossible qu'une affaire ne s'arrange pas. J'aurais cru, dit avec étonnement Raoul, que, prise ainsi, une affaire devait, au contraire, pas le moins du monde. Songez que j'ai eu, dans ma vie, quelque chose comme 180 à 190 duels réglés, sans compter les prises d'épée et les rencontres fortuites. C'est un beau chiffre, dit Raoul en souriant malgré lui. Oh, ce n'est rien. Moi, je suis si doux. D'Artagnan compte ses duels par centaines. Il est vrai qu'il est dur et piquant. Je le lui ai souvent répété. Ainsi, reprit Raoul, vous arrangez d'ordinaire les affaires que vos amis vous confient? Il n'y a pas d'exemple que je n'ai fini par en arranger une, dit Porthos avec mansuétude et une confiance qui firent bondir Raoul. Mais, dit-il, les arrangements sont-ils au moins honorables? Oh, je vous en réponds. Et, à ce propos, je vais vous expliquer mon autre principe. Une fois que mon ami m'a remis sa querelle, voici comme je procède. Je vais trouver son adversaire sur le champ. Je m'arme d'une politesse et d'un sang-froid qui sont de rigueur en pareille circonstance. C'est à cela, dit Raoul avec amertume, que vous devez d'arranger si bien et si sûrement les affaires. Je le crois. Je vais donc trouver l'adversaire, et je lui dis « Monsieur, il est impossible que vous ne compreniez pas à quel point vous avez outragé mon ami. » Raoul fronça le sourcil. « Quelquefois, souvent même, poursuivit Porthos, mon ami n'a pas été offensé du tout. Il a même offensé le premier. Vous jugez si mon discours est adroit. » Et Porthos éclata de rire. Décidément, se disait Raoul pendant que retentissait le tonnerre formidable de cette hilarité. Décidément, j'ai du malheur. De Guiche me bat froid, d'Artagnan me raille, Porthos est mou. Nul ne veut arranger cette affaire à ma façon. Et moi qui m'étais adressé à Porthos pour trouver une épée au lieu d'un raisonnement. Ah, quelle mauvaise chance! Porthos se remit et continua. J'ai donc, par un seul mot, mis l'adversaire dans son tort. C'est selon, dit distraitement Raoul. Non pas, c'est sûr. Je l'ai mis dans son tort. C'est à ce moment que je déploie toute ma courtoisie pour aboutir à l'heureuse issue de mon projet. Je m'avance donc d'une mine affable et, prenant la main de l'adversaire, « Oh, dit Raoul impatient. Monsieur, lui dis-je, à présent que vous êtes convaincu de l'offense, nous sommes assurés de la réparation. Entre mon ami et vous, c'est désormais un échange de gracieux procédés. En conséquence, je suis chargé de vous donner la longueur de l'épée de mon ami. »« Hein » fit Raoul. « Attendez donc. La longueur de l'épée de mon ami. J'ai un cheval en bas, mon ami est à tel endroit, qui attend impatiemment votre aimable présence. Je vous emmène, nous prenons votre témoin en passant, l'affaire est arrangée. » Et, dit Raoul, pâle de dépit, vous réconciliez les deux adversaires sur le terrain? Plaît-il? Interrompit Porthos. Réconcilier? Pourquoi faire? Vous dites que l'affaire est arrangée. Sans doute, puisque mon ami attend. Eh bien, quoi? S'il attend? Eh bien, s'il attend, c'est pour se délier les jambes. L'adversaire, au contraire, est encore tout roide du cheval. On s'aligne, et mon ami tue l'adversaire. C'est fini. Ah, il le tue? S'écria Raoul. Pardieu, dit Porthos. Est-ce que je prends jamais pour amis des gens qui se font tuer? J'ai 101 amis, à la tête desquels sont monsieur votre père, Aramis et d'Artagnan, tous gens fort vivants, je crois. Oh, mon cher baron, s'exclama Raoul dans l'excès de sa joie.
Vous approuvez ma méthode, alors, fit le géant. Je l'approuve si bien que j'y aurai recours aujourd'hui, sans retard, à l'instant même. Vous êtes l'homme que je cherchais. Bon, me voici. Vous voulez vous battre? Absolument. C'est bien naturel. Avec qui? Avec monsieur de Saint-Aignan. Je le connais, un charmant Gascon, qui a été fort poli avec moi le jour où j'eus l'honneur de dîner chez le roi. Certes, je lui rendrai sa politesse, même quand ce ne serait pas mon habitude. Ah, ça, il vous a donc offensé? Mortellement. Diable, je pourrais dire mortellement. Plus encore, si vous voulez. C'est bien commode. Voilà une affaire tout arrangée, n'est-ce pas? Dit Raoul en souriant. Cela va de soi. Où l'attendez-vous? Oh, pardon, c'est délicat. Monsieur de Saint-Aignan est fort ami du roi. Je l'ai ouï dire. Et si je le tue? Vous le tuerez certainement. C'est à vous de vous précautionner. Mais maintenant, ces choses-là ne souffrent pas de difficulté. Si vous eussiez vécu de notre temps, à la bonne heure. Cher ami, vous ne m'avez pas compris. Je veux dire que monsieur de Saint-Aignan étant un ami du roi, l'affaire sera plus difficile à engager, attendu que le roi peut savoir à l'avance. Non pas. Ma méthode, vous savez bien. Monsieur, vous avez offensé mon ami et... Oui, je le sais. Et puis, monsieur, le cheval est en bas. Je l'emmène donc avant qu'il ait parlé à personne. Se laissera-t-il emmener comme cela? Pardieu, je voudrais bien voir. Il serait le premier. Il est vrai que les jeunes gens d'aujourd'hui... Mais, je l'enlèverai s'il le faut. Et Porthos, joignant le geste à la parole, enleva Raoul et sa chaise. Très bien, dit le jeune homme en riant. Il nous reste à poser la question à monsieur de Saint-Aignan. Quelle question? Celle de l'offense? Eh bien, mais c'est fait, ce me semble. Non, mon cher monsieur du Vallon, l'habitude chez nous autres gens d'aujourd'hui, comme vous dites, veut qu'on s'explique les causes de l'offense. Par votre nouvelle méthode, oui. Eh bien, alors, contez-moi votre affaire. C'est que... Ah, dame, voilà l'ennui. Autrefois, nous n'avions jamais besoin de compter. On se battait parce qu'on se battait. Je ne connais pas de meilleure raison, moi. Vous êtes dans le vrai, mon ami. J'écoute vos motifs. J'en ai trop à raconter. Seulement, comme il faut préciser... Oui, diable, avec la nouvelle méthode. Comme il faut, dis-je, préciser, comme, d'un autre côté, l'affaire est pleine de difficultés et commande un secret absolu, oh, vous aurez l'obligeance de dire seulement à monsieur de Saint-Aignan, et il le comprendra, qu'il m'a offensé. D'abord, en déménageant. En déménageant? Bien, fit Porthos, qui se mit à récapituler sur ses doigts. Après, puis en faisant construire une trappe dans son nouveau logement. Je comprends, dit Porthos. Une trappe? Peste, c'est grave. Je crois bien que vous devez être furieux de cela. Et pourquoi ce drôle ferait-il faire des trappes sans vous avoir consulté? 2 trappes, mordiou. Je n'en ai pas, moi, si ce n'est mon oubliette de Bracieux. Vous ajouterez, dit Raoul, que mon dernier motif de me croire outragé, c'est le portrait que monsieur de Saint-Aignan sait bien. Mais encore un portrait? Quoi? Un déménagement, une trappe et un portrait? Mais, mon ami, dit Porthos, avec l'un de ses griefs seulement, il y a de quoi faire s'entr'égorger toute la gentilhommerie de France et d'Espagne, ce qui n'est pas peu dire. Ainsi, cher, vous voilà suffisamment muni? J'emmène un 2e cheval. Choisissez votre lieu de rendez-vous et, pendant que vous attendrez, faites des plis et fendez-vous à fond. Cela donne une élasticité rare. Merci. J'attendrai au bois de Vincennes, près des Minimes. Voilà qui va bien. Où trouve-t-on ce monsieur de Saint-Aignan? Au Palais Royal. Porthos agita une grosse sonnette. Son valet parut. Mon habit de cérémonie, dit-il, mon cheval et un cheval de main. Le valet s'inclina et sortit. Votre père sait-il cela? Dit Porthos. Non, je vais lui écrire. Et d'Artagnan?
Monsieur d'Artagnan non plus. Il est prudent, il m'aurait détourné. D'Artagnan est homme de bon conseil, cependant, dit Porthos étonné, dans sa modestie loyale qu'on eût songé à lui quand il y avait un d'Artagnan au monde. Cher monsieur du Vallon, répliqua Raoul, ne me questionnez plus, je vous en conjure. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. C'est l'action que j'attends. Je l'attends rude et décisive, comme vous savez les préparer. Voilà pourquoi je vous ai choisi. Vous serez content de moi, répliqua Porthos. Et songez, cher ami, que, hors nous, tout le monde doit ignorer cette rencontre. On s'aperçoit toujours de ces choses-là, dit Porthos, quand on trouve un corps mort dans le bois. Ah, cher ami, je vous promets tout, hors de dissimuler le corps mort. Il est là, on le voit, c'est inévitable. J'ai pour principe de ne pas enterrer, cela sent son assassin, au risque de risque, comme dit le Normand. Brave et cher ami, à l'ouvrage. Reposez-vous sur moi, dit le géant en finissant la bouteille, tandis que son laquais étalait sur un meuble le somptueux habit et les dentelles. Quant à Raoul, il sortit en se disant avec une joie « Oh, roi perfide, roi traître, je ne puis t'atteindre, je ne le veux pas, les rois sont des personnes sacrées, mais ton complice, ton complaisant, qui te représente, ce lâche va payer ton crime. Je le tuerai en ton nom, et, après, nous songerons à Louise. » Chapitre 194. Le déménagement, la trappe et le portrait. Porthos, chargé, à sa grande satisfaction, de cette mission qui le rajeunissait, économisa une demi-heure sur le temps qu'il mettait d'habitude à ses toilettes de cérémonie. En homme qui s'est frotté au grand monde, il avait commencé par envoyer son laquais s'informer si M. de Saint-Aignan était chez lui. On lui avait fait réponse que M. le comte de Saint-Aignan avait eu l'honneur d'accompagner le roi à Saint-Germain, ainsi que toute la cour, mais que M. le comte venait de rentrer à l'instant même. Sur cette réponse, Porthos se hâta et arriva au logis de Saint-Aignan, comme celui-ci venait de faire tirer ses bottes. La promenade avait été superbe. Le roi, de plus en plus amoureux et de plus en plus heureux, se montrait de charmante humeur pour tout le monde. Il avait des bontés à nul autre pareilles, comme disaient les poètes du temps. M. de Saint-Aignan, on se le rappelle, était poète, et pensait l'avoir prouvé en assez de circonstances mémorables pour qu'on ne lui contestât point ce titre. Comme un infatigable croqueur de rimes, il avait, pendant toute la route, saupoudré de quatrains, de sixtins et de madrigaux, le roi d'abord, la Vallière ensuite. De son côté, le roi était en verve et avait fait un distique. Quant à la Vallière, comme les femmes qui aiment, elle avait fait 2 sonnets. Comme on le voit, la journée n'avait pas été mauvaise pour Apollon. Aussi, de retour à Paris, de Saint-Aignan, qui savait d'avance que ses vers iraient courir les ruelles, se préoccupait-il, un peu plus qu'il ne l'avait fait pendant la promenade, de la facture et de l'idée. En conséquence, pareil à un tendre père qui est sur le point de produire ses enfants dans le monde, il se demandait si le public trouverait droit, correct et gracieux ces fils de son imagination. Donc, pour en avoir le cœur net, M. de Saint-Aignan se récitait à lui-même le madrigal suivant qu'il avait dit de mémoire au roi et qu'il avait promis de lui donner écrit à son retour. « Iris, vos yeux malins ne disent pas toujours ce que votre pensée à votre cœur confie. Iris, pourquoi faut-il que je passe ma vie à plus aimer vos yeux qui m'ont joué ces tours ?» Ce madrigal, tout gracieux qu'il était, ne paraissait pas parfait à de Saint-Aignan, du moment où il le passait de la tradition orale à la poésie manuscrite. Plusieurs l'avaient trouvé charmant, l'auteur tout le premier, mais à la seconde vue, ce n'était plus le même engouement. Aussi de Saint-Aignan, devant sa table, une jambe croisée sur l'autre, et se grattant la tempe, répétait-il « Iris, vos yeux malins ne disent pas toujours… » « Oh, quant à celui-là, murmura de Saint-Aignan, celui-là est irréprochable. J'ajouterai même qu'il a un petit air ronsard ou malherbe dont je suis content. Malheureusement, il n'en est pas de même du second.
On a bien raison de dire que le vers le plus facile à faire est le premier. Et il continua. Ce que votre pensée à votre cœur confie. Ah, voilà la pensée qui confie au cœur. Pourquoi le cœur ne confierait-il pas aussi bien à la pensée ? Ma foi, quant à moi, je n'y vois pas d'obstacle. Où diable ai-je été associer ces deux hémistiches ? Par exemple, le troisième est bon. Iris, pourquoi faut-il que je passe ma vie, quoique la rime ne soit pas riche, vie et confie, ma foi. L'abbé Boyer, qui est un grand poète, a fait rimer comme moi vie et confit dans la tragédie d'Oropaste ou le faux Tonaxar, sans compter que M. Corneille ne s'en gêne pas dans sa tragédie de Sophonisbe. Va donc pour vie et confit. Oui, mais le vers est impertinent. Je me rappelle que le roi s'est mordu l'ongle à ce moment. En effet, il a l'air de dire à mademoiselle de la Vallière « D'où vient que je suis ensorcelé de vous ?» Il eût mieux valu dire, je crois, « Que bénis soient les dieux qui condamnent ma vie. » Condamne. Ah bien, oui, voilà encore une politesse. Le roi condamné à la Vallière. Non. Puis il répéta « Mais bénis soient les dieux qui destinent ma vie. » Pas mal, quoique « destine ma vie » soit faible. Mais, ma foi, tout ne peut pas être fort dans un quatrain. À plus aimer vos yeux. Plus aimer qui ? Quoi ? Obscurité ? L'obscurité n'est rien. Puisque la Vallière et le roi m'ont compris, tout le monde me comprendra. Oui, mais voilà le triste. C'est le dernier hémistiche. Qui m'ont joué ces tours ? Le pluriel forcé pour la rime. Et puis appeler la pudeur de la Vallière un tour, ce n'est pas heureux. Je vais passer par la langue de tous les gratte-papier mes confrères. On appellera mes poésies des vers de grands seigneurs, et si le roi entend dire que je suis un mauvais poète, l'idée lui viendra de le croire. Et, tout en confiant ses paroles à son cœur, et son cœur à ses pensées, le comte se déshabillait plus complètement. Il venait de quitter son habit et sa veste pour passer sa robe de chambre, lorsqu'on lui annonça la visite de monsieur le baron du Vallon de Bracieux de Pierrefonds. « Hé, fit-il, qu'est-ce que cette grappe de nom ? Je ne connais point cela. »« C'est, répondit le laquais, un gentilhomme qui a eu l'honneur de dîner avec monsieur le comte à la table du roi pendant le séjour de sa majesté à Fontainebleau. »« Chez le roi ? À Fontainebleau ?» s'écria de Saint-Aignan. « Eh, vite, vite, introduisez ce gentilhomme. » Le laquais se hâta d'obéir. Porthos entra. Monsieur de Saint-Aignan avait la mémoire des courtisans. À la première vue, il reconnut donc le seigneur de province, à la réputation bizarre, et que le roi avait si bien reçu à Fontainebleau, malgré quelques sourires des officiers présents. Il s'avança donc vers Porthos avec tous les signes d'une bienveillance que Porthos trouva toute naturelle, lui qui arborait, en entrant chez un adversaire, l'étendard de la politesse la plus raffinée. De Saint-Aignan fit avancer un siège par le laquais qui avait annoncé Porthos. Ce dernier, qui ne voyait rien d'exagéré dans ses politesses, s'assit et toussa. Les politesses d'usage s'échangèrent entre les deux gentilshommes. Puis, comme c'était le comte qui recevait la visite, « Monsieur le baron, dit-il, à quelle heureuse rencontre dois-je la faveur de votre visite ? » « C'est justement ce que je vais avoir l'honneur de vous expliquer, monsieur le comte, » répliqua Porthos. « Mais, pardon, qu'y a-t-il, monsieur ? » demanda de Saint-Aignan. « Je m'aperçois que je casse votre chaise. »« Nullement, monsieur, » dit de Saint-Aignan, « nullement. »« Si fait, monsieur le comte, si fait, je la romps. Et si bien même que, si je tarde, je vais choir, position tout à fait inconvenante dans le rôle grave que je viens jouer auprès de vous. » Porthos se leva. Il était temps, la chaise s'était déjà affaissée sur elle-même de quelques pouces. De Saint-Aignan chercha des yeux un plus solide récipient pour son hôte. « Les meubles modernes, » dit Porthos, tandis que le comte se livrait à cette recherche. « Les meubles modernes sont devenus d'une légèreté ridicule.
Dans ma jeunesse, époque où je m'asseyais avec bien plus d'énergie encore qu'aujourd'hui, je ne me rappelle point avoir jamais rompu un siège, sinon dans les auberges avec mes bras. » De Saint-Aignan sourit agréablement à la plaisanterie. « Mais, dit Porthos en s'installant sur un lit de repos qui gémit, mais qui résista, ce n'est point de cela qu'il s'agit, malheureusement. » »« Comment, malheureusement ? Est-ce que vous seriez porteur d'un message de mauvais augure, monsieur le baron ? » ?»« De mauvais augure pour un gentilhomme ? Oh non, monsieur le comte, répliqua noblement Porthos. Je viens seulement vous annoncer que vous avez offensé bien cruellement un de mes amis. »« Moi, monsieur ?» s'écria de Saint-Aignan. « Moi, j'ai offensé un de vos amis ? Et lequel, je vous prie ? » ?»« Monsieur Raoul de Bragelonne. »« J'ai offensé monsieur de Bragelonne ? Moi ? » s'écria de Saint-Aignan. « Ah, mais, en vérité, monsieur, cela m'est impossible, car monsieur de Bragelonne, que je connais peu, je dirais même que je ne connais point, est en Angleterre. Ne l'ayant point vu depuis fort longtemps, je ne saurais l'avoir offensé. »« Monsieur de Bragelonne est à Paris, monsieur le comte, » dit Porthos impassible. « Et quant à l'avoir offensé, je vous réponds que c'est vrai, puisqu'il me l'a dit lui-même. Oui, monsieur le comte, vous l'avez cruellement, mortellement offensé. Je répète le mot. »« Mais impossible, monsieur le baron, je vous jure, impossible. »« D'ailleurs, ajouta Porthos, vous ne pouvez ignorer cette circonstance, attendu que monsieur de Bragelonne m'a déclaré vous avoir prévenu par un billet. »« Je n'ai reçu aucun billet, monsieur, je vous en donne ma parole. »« Voilà qui est extraordinaire, répondit Porthos. Et ce que dit Raoul ? » ?»« Je vais vous convaincre que je n'ai rien reçu, dit de Saint-Aignan. Et il sonna. « Basque, dit-il, combien de lettres ou de billets sont venus ici en mon absence ? » « 3, monsieur le comte. »« Qui sont ? » ?»« Le billet de monsieur de Fiesque, celui de madame de la Ferté et la lettre de monsieur de Las Fuentes. »« Voilà tout ? » ?»« Tout, monsieur le comte. »« Dis la vérité devant monsieur. La vérité, entends-tu bien ? Je réponds de toi. »« Monsieur, il y avait encore le billet de... »« De ? Dis vite, voyons. »« De mademoiselle de la Val... »« Cela suffit, interrompit discrètement Porthos. Fort bien, je vous crois, monsieur le comte. De Saint-Aignan congédia le valet et alla lui-même fermer la porte. Mais, comme il revenait, regardant devant lui par hasard, il vit sortir de la serrure de la chambre voisine ce fameux papier que Bragelonne y avait glissé en partant. « Qu'est-ce que cela ? » dit-il. Porthos, adossé à cette chambre, se retourna. « Oh oh !» fit Porthos. « Un billet dans la serrure ?» s'écria de Saint-Aignan. « Ce pourrait bien être le nôtre, monsieur le comte, » dit Porthos. « Voyez. » De Saint-Aignan prit le papier. « Un billet de monsieur de Bragelonne !» s'écria-t-il. « Voyez-vous, j'avais raison. Oh, quand je dis une chose, moi... »« Apporté ici par monsieur de Bragelonne lui-même, » murmura le comte en pâlissant. « Mais c'est indigne ! Comment donc a-t-il pénétré ici ?» De Saint-Aignan sonna encore. Basque reparut. « Qui est venu ici pendant que j'étais à la promenade avec le roi ? » ?»« Personne, monsieur. »« C'est impossible, il faut qu'il soit venu quelqu'un. »« Mais, monsieur, personne n'a pu entrer, puisque j'avais les clés dans ma poche. »« Cependant, ce billet qui était dans la serrure, quelqu'un l'y a mis. Il n'est pas venu seul. » Basque ouvrit les bras en signe d'ignorance absolue. « C'est probablement monsieur de Bragelonne qui l'y aura mis, » dit Porthos. « Alors il serait entré ici ? » ?»« Sans doute, monsieur. »« Mais enfin, puisque j'avais la clé dans ma poche, » reprit Basque, avec persévérance. De Saint-Aignan froissa le billet après l'avoir lu. « Il y a quelque chose là-dessous, » murmura-t-il absorbé. Porthos le laissa un instant à ses réflexions. Puis il revint à son message. « Vous plairait-il que nous en revinssions à notre affaire ?» demanda-t-il en s'adressant à de Saint-Aignan quand le laquais eut disparu. « Mais je crois la comprendre par ce billet si étrangement arrivé. Monsieur de Bragelonne m'annonce un ami. »« Je suis son ami,
C'est donc moi qu'il vous annonce. » Pour m'adresser une provocation ? Précisément. Et il se plaint que je l'ai offensé ? Cruellement, mortellement. De quelle façon, s'il vous plaît ? Car sa démarche est trop mystérieuse pour que je n'y cherche pas au moins un sens. « Monsieur, répondit Porthos, mon ami doit avoir raison, et quant à sa démarche, si elle est mystérieuse comme vous dites, n'en accusez que vous. » Porthos prononça ces dernières paroles avec une confiance qui, pour un homme peu habitué à sa façon, devait révéler une infinité de sens. « Mystère, soit. Voyons le mystère, dit de Saint-Aignan. Mais Porthos s'inclina. « Vous trouverez bon que je n'y entre point, monsieur, dit-il, et pour d'excellentes raisons. »« Que je comprends à merveille. Oui, monsieur. Effleurons alors. Voyons, monsieur, je vous écoute. »« Il y a d'abord, monsieur, dit Porthos, que vous avez déménagé. »« C'est vrai, j'ai déménagé, dit de Saint-Aignan. »« Vous l'avouez, dit Porthos d'un air de satisfaction visible. »« Si je l'avoue ? Mais oui, je l'avoue. Pourquoi donc voulez-vous que je ne l'avoue pas ? » ?»« Vous avez avoué. »« Bien, nota Porthos en levant seulement un doigt en l'air. »« Ah ça, monsieur, comment mon déménagement peut-il avoir causé dommage à monsieur de Bragelonne ? » ?»« Répondez, voyons, car je ne comprends absolument rien à ce que vous me dites. » Porthos l'arrêta. « Monsieur, dit-il gravement, ce grief est le premier de ceux que monsieur de Bragelonne articule contre vous. S'il l'articule, c'est qu'il s'est senti blessé. » De Saint-Aignan battit du pied le parquet avec impatience. « Cela ressemble à une mauvaise querelle, dit-il. »« On ne saurait avoir une mauvaise querelle avec un aussi galant homme que le vicomte de Bragelonne, repartit Porthos. Mais, enfin, vous n'avez rien à ajouter au sujet du déménagement, n'est-ce pas ? » ?»« Non, après. »« Ah, après ? Mais remarquez bien, monsieur, que voilà déjà un grief abominable auquel vous ne répondez pas, ou plutôt auquel vous répondez mal. Comment, monsieur, vous déménagez ? Cela offense monsieur de Bragelonne, et vous ne vous excusez pas ? Très bien. »« Quoi ? S'écria de Saint-Aignan, qui s'irritait du flegme de ce personnage. « Quoi ? J'ai besoin de consulter monsieur de Bragelonne sur le sujet de déménager ou non ? Allons donc, monsieur. »« Obligatoire, monsieur, obligatoire. Toutefois, vous m'avouerez que cela n'est rien en comparaison du second grief. » Porthos prit un air sévère. « Et cette trappe, monsieur, dit-il. Et cette trappe. » De Saint-Aignan devint excessivement pâle. Il recula sa chaise si brusquement que Porthos, tout naïf qu'il était, s'aperçut que le coup avait porté avant. « La trappe, murmura de Saint-Aignan. « Oui, monsieur, expliquez-la si vous pouvez, dit Porthos en secouant la tête. De Saint-Aignan baissa le front. « Oh, je suis trahi, murmura-t-il. On sait tout. »« On sait toujours tout, répliqua Porthos, qui ne savait rien. »« Vous m'envoyez accabler, poursuivit de Saint-Aignan, accabler à ce point que j'en perds la tête. »« Conscience coupable, monsieur. Oh, votre affaire n'est pas bonne. »« Monsieur. »« Et quand le public sera instruit, et qu'il se fera juge. »« Oh, monsieur, s'écria vivement le comte, un pareil secret doit être ignoré, même du confesseur. »« Nous aviserons, dit Porthos, et le secret n'ira pas loin, en effet. »« Mais, monsieur, reprit de Saint-Aignan, monsieur de Bragelonne, en pénétrant ce secret, se rend-il compte du danger qu'il court et qu'il fait courir ? » Monsieur de Bragelonne ne court aucun danger, monsieur, n'en craint aucun, et vous l'expérimenterez bientôt avec l'aide de Dieu. « Cet homme est un enragé, pensa de Saint-Aignan. Que me veut-il ? Puis il reprit tout haut. Voyons, monsieur, assoupissons cette affaire. Vous oubliez le portrait, dit Porthos avec une voix de tonnerre qui glaça le sang du comte. Comme le portrait était celui de la Vallière, et qu'il n'y avait plus à s'y méprendre, de Saint-Aignan sentit ses yeux se dessiller tout à fait. « Ah !» s'écria-t-il. « Ah ! Monsieur, je me souviens que monsieur de Bragelonne était son fiancé. » Porthos prit un air imposant, la majesté de l'ignorance.
Il ne m'importe en rien, ni à vous non plus, dit-il, que mon ami soit ou non le fiancé de qui vous dites. Je suis même surpris que vous ayez prononcé cette parole indiscrète. Elle pourra faire tort à votre cause, monsieur. Monsieur, vous êtes l'esprit, la délicatesse et la loyauté en une personne. Je vois tout ce dont il s'agit. Tant mieux, dit Porthos. Et, poursuivit de Saint-Aignan, vous me l'avez fait entendre de la façon la plus ingénieuse et la plus exquise. Merci, monsieur, merci. Porthos se rengorgea. Seulement, à présent que je sais tout, souffrez que je vous explique. Porthos secoua la tête en homme qui ne veut pas entendre, mais de Saint-Aignan continua. Je suis au désespoir, voyez-vous, de tout ce qui arrive. Mais qu'eussiez-vous fait à ma place? Voyons, entre nous, dites-moi ce que vous eussiez fait. Porthos leva la tête. Il ne s'agit point de ce que j'eusse fait, jeune homme. Vous avez, dit-il, connaissance des 3 griefs, n'est-ce pas? Pour le premier, pour le déménagement, monsieur. Et ici, c'est à l'homme d'esprit et d'honneur que je m'adresse. Quand une auguste volonté elle-même me conviait à déménager, devais-je, pouvais-je désobéir? Porthos fit un mouvement que de Saint-Aignan ne lui donna pas le temps d'achever. « Ah, ma franchise vous touche, dit-il, interprétant le mouvement à sa manière. Vous sentez que j'ai raison. » Porthos ne répliqua rien. « Je passe à cette malheureuse trappe, » poursuivit de Saint-Aignan en appuyant sa main sur le bras de Porthos. « Cette trappe, cause du mal, moyen du mal. Cette trappe construite pour ce que vous savez. Eh bien, en bonne foi, supposez-vous que ce soit moi qui, de mon plein gré, dans un endroit pareil, ai fait ouvrir une trappe destinée? Oh non, vous ne le croyez pas. Et ici encore, vous sentez, vous devinez, vous comprenez une volonté au-dessus de la mienne. Vous appréciez l'entraînement. Je ne parle pas de l'amour, cette folie irrésistible, mon Dieu. Heureusement, j'ai affaire à un homme plein de cœur, de sensibilité. Sans quoi, que de malheur et de scandale sur elle, pauvre enfant, et sur celui que je ne veux pas nommer. Porthos, étourdi, abasourdi par l'éloquence et les gestes de Saint-Aignan, faisait 1000 efforts pour recevoir cette averse de paroles auquel il ne comprenait pas le plus petit mot, droit et immobile sur son siège. Il y parvint. De Saint-Aignan, lancé dans sa péroraison, continua en donnant une action nouvelle à sa voix, une véhémence croissante à son geste. Quant au portrait, car je comprends que le portrait est le grief principal. Quant au portrait, voyons, suis-je coupable? Qui a désiré avoir son portrait? Est-ce moi? Qui l'aime? Est-ce moi? Qui la veut? Est-ce moi? Qui l'a prise? Est-ce moi? Non, 1000 fois non. Je sais que M. de Bragelonne doit être désespéré. Je sais que ces malheurs-là sont cruels. Tenez, moi aussi, je souffre. Mais pas de résistance possible. Luttera-t-il? On en rirait. S'il s'obstine seulement, il se perd. Vous me direz que le désespoir est une folie. Mais vous êtes raisonnable, vous m'avez compris. Je vois à votre air grave, réfléchi, embarrassé même, que l'importance de la situation vous a frappé. Retournez donc vers M. de Bragelonne. Remerciez-le, comme je l'en remercie moi-même, d'avoir choisi pour intermédiaire un homme de votre mérite. Croyez que, de mon côté, je garderai une reconnaissance éternelle à celui qui a pacifié si ingénieusement, si intelligemment notre discorde. Et, puisque le malheur a voulu que ce secret fût à 4 au lieu d'être à 3, eh bien, ce secret, qui peut faire la fortune du plus ambitieux, je me réjouis de le partager avec vous. Je m'en réjouis du fond de l'âme. À partir de ce moment, disposez donc de moi, je me mets à votre merci. Que faut-il que je fasse pour vous? Que dois-je demander, exiger même? Parlez, monsieur, parlez. Et, selon l'usage familièrement amical des courtisans de cette époque, de Saint-Aignan vint enlacer Porthos et le serrer tendrement dans ses bras. Porthos se laissa faire avec un flegme inouï. « Parlez, répéta de Saint-Aignan, que demandez-vous ?»« Monsieur, dit Porthos, j'ai en bas un cheval. Faites-moi le plaisir de le monter,
Il est excellent et ne vous jouera point de mauvais tours. » « Monter à cheval ? Pourquoi faire ? » demanda de Saint-Aignan avec curiosité. « Mais pour venir avec moi où nous attend monsieur de Bragelonne. »« Ah, il voudrait me parler, je le conçois, avoir des détails. Hélas, c'est bien délicat, mais en ce moment je ne puis, le roi m'attend. »« Le roi attendra, » dit Porthos. « Mais où donc m'attend monsieur de Bragelonne ? » ?»« Au Minime, à Vincennes. »« Ah, ça, mais rions-nous ? » ?»« Je ne crois pas. Moi, du moins. » Et Porthos donna à son visage la rigidité de ses lignes les plus sévères. « Mais les Minimes, c'est un rendez-vous d'épée, cela. »« Eh bien, qu'ai-je à faire aux Minimes, alors ?» Porthos tira lentement son épée. « Voici la mesure de l'épée de mon ami, » dit-il. « Corbleu ! Cet homme est fou !» s'écria de Saint-Aignan. Le rouge monta aux oreilles de Porthos. « Monsieur, dit-il, si je n'avais pas l'honneur d'être chez vous et de servir les intérêts de monsieur de Bragelonne, je vous jetterais par votre fenêtre. Ce sera partie remise et vous ne perdrez rien pour attendre. Venez-vous au Minime, monsieur ? Et y venez-vous de bonne volonté ? Mais je vous y porte, si vous n'y venez pas. Prenez garde. » « Basque !» s'écria monsieur de Saint-Aignan. « Le roi appelle monsieur le comte, » dit Basque. « C'est différent, » dit Porthos. « Le service du roi avant tout. Nous attendrons là jusqu'à ce soir, monsieur. » Et, saluant de Saint-Aignan avec sa courtoisie ordinaire, Porthos sortit, enchanté d'avoir arrangé encore une affaire. De Saint-Aignan le regarda sortir. Puis, repassant à la hâte son habit et sa veste, il courut en réparant le désordre de sa toilette et disant « Au Minime, nous verrons comment le roi va prendre ce cartel-là. Il est bien pour lui, pardieu. » Chapitre 195. Rivaux politiques. Le roi, après cette promenade si fertile pour Apollon, et dans laquelle chacun payait son tribut aux muses, comme disaient les poètes de l'époque, le roi trouva chez lui M. Fouquet qui l'attendait. Derrière le roi venait M. Colbert, qui l'avait pris dans un corridor comme s'il l'eût attendu à l'affût, et qui le suivait comme son ombre, jalouse et surveillante. M. Colbert, avec sa tête carrée, son gros luxe d'habits débraillés, qui le faisait ressembler quelque peu à un seigneur flamand après la bière. M. Fouquet, à la vue de son ennemi, demeura calme et s'attacha pendant toute la scène qui allait suivre à observer cette conduite si difficile de l'homme supérieur dont le cœur regorge de mépris et qui ne veut pas même témoigner son mépris dans la crainte de faire encore trop d'honneur à son adversaire. Colbert ne cachait pas une joie insultante. Pour lui, c'était de la part de M. Fouquet une partie mal jouée et perdue sans ressource, quoiqu'elle ne fût pas encore terminée. Colbert était de cette école d'hommes politiques qui n'admirent que l'habileté, qui n'estiment que le succès. De plus, Colbert, qui n'était pas seulement un homme envieux et jaloux, mais qui avait à cœur tous les intérêts du roi, parce qu'il était doué au fond de la suprême probité du chiffre, Colbert pouvait se donner à lui-même le prétexte, si heureux lorsque l'on est, qu'il agissait, en haïssant et en perdant M. Fouquet, en vue du bien de l'État et de la dignité royale. Aucun de ces détails n'échappa à Fouquet. À travers les gros sourcils de son ennemi, et malgré le jeu incessant de ses paupières, il lisait, par les yeux, jusqu'au fond du cœur de Colbert. Il vit donc tout ce qu'il y avait dans ce cœur, haine et triomphe. Seulement, comme, tout en pénétrant, il voulait rester impénétrable, il rasséréna son visage, sourit de ce charmant sourire sympathique qui n'appartenait qu'à lui, et, donnant l'élasticité la plus noble et la plus souple à la fois à son salut, « Sire, dit-il, je vois, à l'air joyeux de votre majesté, qu'elle a fait une bonne promenade. »« Charmante, en effet, monsieur le surintendant, charmante. Vous avez eu bien tort de ne pas venir avec nous, comme je vous y avais invité. »« Sire, je travaillais, » répondit le surintendant. Fouquet n'eut pas même besoin de détourner la tête. Il ne regardait pas du côté de M. Colbert. « Ah,
La campagne, monsieur Fouquet, s'écria le roi. Mon Dieu, que je voudrais pouvoir toujours vivre à la campagne, en plein air, sous les arbres. Oh, votre majesté n'est pas encore lasse du trône, j'espère, dit Fouquet. Non, mais les trônes de verdure sont bien doux. En vérité, sire, votre majesté comble tous mes vœux en parlant ainsi. J'avais justement une requête à lui présenter. De la part de qui, monsieur le surintendant? De la part des nymphes de Vaux. Ah ah, fit Louis XIV. Le roi m'a daigné faire une promesse, dit Fouquet. Oui, je me rappelle. La fête de Vaux, la fameuse fête, n'est-ce pas, sire, dit Colbert, essayant de faire preuve de crédit en se mêlant à la conversation. Fouquet, avec un profond mépris, ne releva pas le mot. Ce fut pour lui comme si Colbert n'avait ni pensé ni parlé. « Votre Majesté sait, dit-il, que je destine ma terre de Vaux à recevoir le plus aimable des princes, le plus puissant des rois. »« J'ai promis, monsieur, dit Louis XIV en souriant, et un roi n'a que sa parole. »« Et moi, sire, je viens dire à votre Majesté que je suis absolument à ses ordres. »« Me promettez-vous beaucoup de merveilles, monsieur le surintendant ?» Et Louis XIV regarda Colbert. « Des merveilles ? Oh non, sire, je ne m'engage point à cela. J'espère pouvoir promettre un peu de plaisir, peut-être même un peu d'oubli au roi. »« Non pas, monsieur Fouquet, dit le roi. J'insiste sur le mot merveille. Oh, vous êtes un magicien, nous connaissons votre pouvoir, nous savons que vous trouvez de l'or. N'y en eût-il point au monde. Aussi le peuple dit que vous en faites. » Fouquet sentit que le coup partait d'un double carquois et que le roi lui lançait à la fois une flèche de son arc, une flèche de l'arc de Colbert. Il se mit à rire. « Oh, dit-il, le peuple sait parfaitement dans quelle mine je le prends, cet or. Il le sait trop, peut-être. Et du reste, ajouta-t-il fièrement, je puis assurer votre majesté que l'or destiné à payer la fête de Vaux ne fera couler ni sang ni larmes. Des sueurs, peut-être. On les payera. » Louis resta interdit. Il voulut regarder Colbert. Colbert aussi voulut répliquer. Un coup d'œil d'aigle, un regard loyal, royal même, lancé par Fouquet, arrêta la parole sur ses lèvres. Le roi s'était remis pendant ce temps. Il se tourna vers Fouquet et lui dit « Donc, vous formulez votre invitation ?»« Oui, sire, s'il plaît à votre majesté. »« Pour quel jour ?»« Pour le jour qu'il vous conviendra, sire. »« C'est parler en enchanteur qui improvise, monsieur Fouquet. Je n'en dirai pas autant, moi. Votre majesté fera, quand elle le voudra, tout ce qu'un roi peut et doit faire. Le roi de France a des serviteurs capables de tout pour son service et pour ses plaisirs. » Colbert essaya de regarder le surintendant pour voir si ce mot était un retour à des sentiments moins hostiles. Fouquet n'avait pas même regardé son ennemi. Colbert n'existait pas pour lui. « Eh bien, à 8 jours, voulez-vous » dit le roi. « À 8 jours, sire. »« Nous sommes à mardi. Voulez-vous jusqu'au dimanche suivant ?» Le délai que daigne accorder sa majesté secondera puissamment les travaux que mes architectes vont entreprendre pour concourir au divertissement du roi et de ses amis. « Et, en parlant de mes amis, repartit le roi, comment les traitez-vous ? » Le roi est maître partout, sire. Le roi fait sa liste et donne ses ordres. Tous ceux qu'il daigne inviter sont des hôtes très respectés par moi. « Merci, reprit le roi, touché de la noble pensée exprimée par un noble accent. Fouquet prit alors congé de Louis XIV après quelques mots donnés aux détails de certaines affaires. Il sentit que Colbert demeurait avec le roi, qu'on allait s'entretenir de lui, que ni l'un ni l'autre ne l'épargnerait. La satisfaction de donner un dernier coup, un terrible coup à son ennemi, lui apparut comme une compensation à tout ce qu'on allait lui faire souffrir. Il revint donc promptement, lorsque déjà il avait touché la porte, et, s'adressant au roi, « Pardon, sire, dit-il, pardon. »« De quoi, pardon, monsieur ?» fit le prince avec aménité. « D'une faute grave que je commettais sans m'en apercevoir. »« Une faute ? Vous ? Ah, monsieur Fouquet, il faudra bien que je vous pardonne. Contre quoi avez-vous péché ? Ou contre qui ?
Contre toute convenance, sire, j'oubliais de faire part à votre majesté d'une circonstance assez importante. » Laquelle ? Colbert frissonna. Il crut à une dénonciation. Sa conduite avait été démasquée. Un mot de Fouquet, une preuve articulée, et, devant la loyauté juvénile de Louis XIV, s'effaçait toute la faveur de Colbert. Celui-ci trembla donc qu'un coup si hardi ne vînt renverser tout son échafaudage, et, de fait, le coup était si beau à jouer qu'Aramis, le beau joueur, ne l'eût pas manqué. « Sire, dit Fouquet d'un air dégagé, puisque vous avez eu la bonté de me pardonner, je suis tout logé dans ma confession. Ce matin, j'ai vendu l'une de mes charges. »« Une de vos charges ?» s'écria le roi. « Laquelle donc ?» Colbert devint livide. « Celle qui me donnait, sire, une grande robe et un air sévère, la charge de procureur général. » Le roi poussa un cri involontaire et regarda Colbert. Celui-ci, la sueur au front, se sentit près de défaillir. « À qui vendîtes-vous cette charge, monsieur Fouquet ?» demanda le roi. Colbert s'appuya au chambranle de la cheminée. « À un conseiller du Parlement, sire, qui s'appelle monsieur Vanel. »« Vanel ? Un ami de monsieur l'intendant Colbert, » ajouta Fouquet en laissant tomber ces mots avec une nonchalance inimitable, avec une expression d'oubli et d'ignorance que le peintre, l'acteur et le poète doivent renoncer à reproduire avec le pinceau, le geste ou la plume. Puis, ayant fini, ayant écrasé Colbert sous le poids de cette supériorité, le surintendant salua de nouveau le roi et partit à moitié vengé par la stupéfaction du prince et par l'humiliation du favori. « Est-il possible, se dit le roi, quand Fouquet eut disparu, il a vendu cette charge ? » « Oui, sire, répliqua Colbert avec intention. »« Il est fou, risqua le roi. » Colbert, cette fois, ne répliqua pas. Il avait entrevu la pensée du maître. Cette pensée le vengeait aussi. À sa haine venait se joindre sa jalousie. À son plan de ruine venait s'allier une menace de disgrâce. Désormais, Colbert le sentit, entre Louis XIV et lui, les idées hostiles ne rencontraient plus d'obstacles, et la première faute de Fouquet qui pourrait servir de prétexte devancerait de près le châtiment. Fouquet avait laissé tomber son arme, haine et jalousie venaient de la ramasser. Colbert fut invité par le roi à la fête de Vaux. Il salua comme un homme sûr de lui, il accepta comme un homme qui oblige. Le roi en était au nom de Saint-Aignan sur la liste d'ordre quand l'huissier annonça le comte de Saint-Aignan. Colbert se retira discrètement à l'arrivée du mercure royal.